Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce 35e épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va toujours bien? Très bien, On a très l'air en bien. Toujours à forme. Montréal. Toujours à Montréal, oui. Ben, Oui. les gens, je pense ils ont appris à reconnaître le décor Ah oui, ben derrière oui, c'est toi. vrai. Oui, Oui, tout oui. à fait. T'es plus éclairé, Et à Paris, t'es plus orange. T'es qu'à Montréal. oui. Et la température va se dégrader pour atteindre 6 degrés dans quelques jours. On est passé, je pense qu'hier, il faisait 28. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais bon, l'hiver n'est pas fini, semble-t-il. Moi, je ne vais pas vous écœurer, mais la semaine passée, il a fait au moins 30 toute la semaine. On a OK. même eu une journée à 36. Ah oui, OK. Bon, C'est un tantinet bon. chaud, mais bon. Oui. On a l'air climatisé, donc ça compense. Ouais. Bon, cette semaine, ça va être un épisode un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on a que deux sujets. Donc, on va en parler respectivement à peu près une quinzaine de minutes chacun. Donc, le premier sujet, c'est celui que tu vas aborder, c'est le remaniement ministériel à Ottawa. On a une nouvelle ministre des Affaires étrangères. Mélanie Joly a été mutée dans un poste un petit peu moins glorieux. On va discuter un peu de la personne qui lui a succédé, les déclarations qu'elle a fait cette semaine, puis on va se poser des questions quant à savoir qu'est-ce que ça augure pour l'avenir de la politique étrangère canadienne. Et puis, moi, de mon côté, je vais discuter des négociations qui ont eu lieu cette semaine entre l'Ukraine et la Russie dans le cadre du conflit, suite à la grande visite de Keir Starmer, d'Emmanuel Macron et du nouveau chancelier allemand à Kiev la semaine dernière avec les grosses menaces là, qui sont venues avec cette visite-là. Donc, ça a plus eu l'effet d'un pétard mouillé qu'autre chose. Donc, Mhm. on va en discuter en deuxième partie. Mais écoute, je te laisse le plancher pour discuter de Madame Anand, qui est la Oui, nouvelle ben, ministre des Affaires étrangères du Canada. voilà, ben, je vais certainement dépasser le personnage de Madame Annan pour parler plus de l'orientation de la politique étrangère de Mark Carney. Donc, il a procédé évidemment à la nomination d'un nouveau gouvernement. Il y a des têtes qui ont roulé, il y en a d'autres qui ont changé de poste. Mais ce qui nous intéresse, nous, pour notre podcast, c'est ceux qui ont été nommés à des postes affaires étrangères et défense nationale. Donc, défense nationale, c'est David McGuinty, qui est un député d'Ottawa, qui prend le poste qui était occupé par Bill Blair pendant quelques années. Donc, moi, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais je vais m'intéresser à, évidemment, Anita Anand, qui a déjà été ministre de la Défense nationale pendant 2 ans, il y a quelques années, et qui a fait un travail tout à fait honnête, et qui a remplacé Mélanie Joly, qui était à la barre des affaires étrangères depuis presque 4 ans maintenant, ce qui est pas loin d'un record Mhm. depuis 20 ans, parce que depuis 20 ans, on a eu 14 ministres des Affaires étrangères, ce qui est assez rare dans un pays occidental. Habituellement, en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs, ou même aux États-Unis, on a des titulaires du ministère qui sont là pendant 4 ans, 5 ans, et s'ils changent, ils passent des affaires étrangères à la défense nationale, donc il y a des passerelles ici, tu C'est vois. ça, et surtout aux États-Unis ou en France, par exemple, historiquement, ça a quand même été toujours des personnes qui avaient une vraie connaissance aussi là, du monde des Oui, relations aussi. internationales, ce qui n'a pas toujours été le cas au Canada, là. Voilà, ben, c'était pas le cas de Madame Joly, qui avait été ministre de la francophonie, il faut le dire, mais enfin, aux affaires étrangères, c'est toute la planète. Donc, elle s'était assez bien débrouillée au cours des 4 dernières années avec la publication d'une stratégie Indo-Pacifique, une stratégie Afrique et des relations plus étroites avec le Mexique, mais aussi avec les Européens. Donc, Carney a décidé d'écouter ce qu'elle avait à dire, c'est-à-dire, elle voulait occuper un ministère à fonction économique, et sans doute aussi que 4 ans aux affaires étrangères, c'est lourd à porter parce que
En fait, vous passez votre temps dans un avion à, à- à faire le tour du monde pour assister à des sommets. Je regardais évidemment la carte du monde et c'est plus facile pour les ministres européens de se Oui. déplacer constamment parce que c'est à peu près tout le temps sur les trois continents africains, européens et asiatiques que les choses se déroulent, alors que le ministre des Affaires étrangères du Canada, puis j'imagine celui de l'Australie, il doit faire pratiquement le tour de la planète à chaque fois qu'il y a une rencontre. Ça en accumule De- des Air Miles. oui, et de la fatigue aussi. Donc, Madame Joly va rester à Montréal pour s'occuper de l'industrie et du développement économique du Québec. Donc, Anita Anand arrive aux affaires et Monsieur Carney a fait une double déclaration que j'ai trouvée assez bizarre et ça m'a permis d'écrire un texte qui est publié dans le Devoir de samedi et qui est intitulé Parler à ses seuls amis ne peut pas être le principe organisateur de la diplomatie. Et je m'explique. Je vais mettre le lien en descriptif du vidéo pour ceux qui veulent le OK, lire. très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au juste pendant la campagne électorale, qui est toujours le lieu et le moment où les candidats, pour se démarquer, aiment faire des déclarations à l'emporte-pièce et quand ils sont au pouvoir, ben là, il recule. Alors, il a dit, euh, à la question de savoir qui était la plus grande menace à la sécurité du Canada, il a répondu la Chine. Alors, ça commence mal pour une administration qui, avec Madame Joly, avait passé les 4 dernières années à améliorer les relations avec la Chine, parce qu'après tout, c'est le deuxième partenaire commercial du Canada. C'est une des grandes puissances économiques de la planète, comme on sait. Il en a rajouté en précisant que le Canada voulait diversifier ses relations en commerçant avec des partenaires qui pensaient comme nous. La liste de pays qui partagent nos valeurs en Asie ne comprend pas la Chine. Alors, je m'amuse un peu dans mon texte en disant que Madame Anita Anand en regardant une carte de l'Asie, va se rendre compte qu'il doit y avoir à peu près 5 pays, c'est-à-dire les doigts d'une main, qui partagent les valeurs canadiennes pour ce que ça veut dire. Et que le reste, que ce soit l'Inde ou d'autres, sont pas des démocraties parfaites et même certaines dérivent vers un certain autoritarisme. Et donc, parler seulement à nos amis, ça m'apparaît pas être le principe organisateur de notre diplomatie. Parce que dans un monde qui est en recomposition constante et où on voit des pays pratiquer le multi-alignement pour mieux défendre leurs intérêts et leur place sur la planète, ça rend les calculs diplomatiques plus compliqués. C'est sûr que pendant la guerre froide, on parlait qu'à nos amis ou à peu près parce qu'on était dans des camps bien déterminés et on ne pouvait pas vraiment en sortir. Mais pourtant, on parlait quand même à nos ennemis, puisqu'on a signé des accords de désarmement avec eux, des accords économiques, les accords d'Helsinki de 1973 qui commencent à ouvrir le champ des libertés publiques pour les pays d'Europe de l'Est. Donc, on a fait des progrès, même au moment où la guerre froide battait son plein. Aujourd'hui, si M. Carney veut diversifier l'économie, la diplomatie, les relations militaires avec le reste du monde, ben, s'il veut juste le faire avec les pays qui pensent comme nous, ça va limiter son champ d'action. Parce que c'est vrai, on va rester entre occidentaux, ce qui est pas ce qui est une mauvaise chose parce qu'on se fait reprocher par l'ensemble du monde entier, sinon le Sud global, que justement ce quant à soi occidental n'a mené qu'à des frustrations au sein de la société internationale, surtout
au sein des grandes puissances qui émergent aujourd'hui et qui vont dominer, à un moment donné, la scène internationale dans 20 ou 30 ans. Je regardais les statistiques sur la démographie d'ici 2050, avant Mm. qu'on fasse l'émission, juste pour voir quel va être le poids des Occidentaux Ben, face au poids des autres. Et c'est pas compliqué. En 2050, sur les 10 pays les plus populés de la planète, il n'y en a qu'un qui est occidental, ce sont les États-Unis, avec à peu près 400 millions d'habitants. Mais pour le reste, le Nigeria, ben oui. l'Indonésie, évidemment l'Inde, la Chine Plein boom euh, et, démographique. et l'Éthiopie, ben, on est autour de 300 millions pour chacun de ces pays-là, Ben, sinon plus, bien sûr, quand on parle de l'Inde ou l'Inde la Chine et avec de la Chine. 1,5 milliard, Alors, respectivement. alors c'est là que le dynamisme économique, politique et militaire va se retrouver nécessairement. Le poids de la démographie impose ça. Et sur ces 9 régimes-là, c'est pas la démocratie qui prime, je peux vous le garantir. Et donc, il va falloir commencer à nouer des liens tout de suite, pas dans 10 ou 20 ans, quand ces pays-là vont s'imposer dans l'ordre international, mais tout de suite pour pouvoir justement s'assurer qu'on va naviguer dans un monde pacifique ou plus ou moins pacifique. Donc, je- Madame Anita Anand, on doit lui souhaiter bonne chance parce que ça risque d'être rude, sa prise de position au ministère des Affaires étrangères, si elle est corsetée par cette idée de on ne parle qu'à nos amis, on ne parle qu'à ceux qui partagent nos valeurs. Ça me semble être un principe inapplicable aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un principe qui cadre bien avec la logique actuelle au Canada, qui est une logique très manichéenne, hein. Il y a une conception un peu messianique qui se dégage en Occident. On est le camp du bien, puis tous les autres, on rappelle l'expression de Bush, un peu des membres de l'axe du mal. Voilà. On doit les combattre. On le voit très bien dans le cas de la guerre en Ukraine. Euh, donc, c'est pas On, nécessairement. on- on voyait ça surtout chez les conservateurs, parce que, Oui, et même Stephen Harper, oui, quand il oui. arrive au pouvoir en 2006, il est contre la Chine. Il Mhm. a dit très clairement, je ne veux pas faire des affaires avec la Chine, c'est un Oui, régime autoritaire, dictatorial. Euh, et le Canada n'a rien à voir là. Et il n'a jamais autant voyagé en Chine c'est après ça, 2 ou 3 ans, parce que là, il s'est rendu compte que les marchés étaient non seulement en Chine, mais en Asie. exactement. Mais il y a Et toujours eu puis, ben, cette. en Asie, Il y a toujours. On avait écrit un livre il y a quelques années, Marginalisé, puis ouais, Frédéric Boallier avait écrit sur Stephen Harper. J'avais abordé un petit peu dans mon chapitre aussi sa vision des relations internationales. Puis c'est vrai qu'il y avait une vision. Le monde de la liberté, le monde libéral, opposé au voilà, monde des autoritarismes, et ce qui expliquait en grande partie pourquoi il avait pris une position si forte en faveur d'Israël, parce que dans sa ouais, logique à lui, ben, Israël est la seule démocratie qu'on retrouve au de la Proche-Orient, région, de ouais. la région. Donc, il est de notre devoir, en tant que nous-mêmes, régime libéral et démocratique, de soutenir un régime qui partage nos valeurs et de nous opposer aux ennemis d'Israël, parce que les ennemis d'Israël sont de facto nos ennemis à nous aussi. Donc, Mhm. Harper avait une vision manichéenne comme ça du monde global, mais je pense que dans la mentalité collective au cours des dernières, de la dernière décennie, je pense que pour monsieur et madame tout le monde, c'est c'est la logique qui semble prédominer. Puis là, il suffit de parler aux gens dans la rue, qu'est-ce que vous pensez de Poutine, de la guerre en Ukraine? C'est un méchant, puis il faut l'abattre pour que son régime s'effondre. Puis... Donc, c'est un monde très, très, très idéalisé comme ça, dans lequel Ouais. les gens Et, semblent et nager. Biden a marché un peu sur ce chemin quand il a commencé à organiser les sommets sur la démocratie. Mm, Parce que pour lui, on était rentré dans une époque, c'était très manichéen, c'était la démocratie contre l'autoritarisme. mm. Alors évidemment, quand ils se sont mis à dresser la liste des pays qu'ils devaient inviter, ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas énormément Et il y en a de et que moins en moins aussi. il y en a de C'est moins en ça. moins, mais en plus,
il s'est demandé s'il allait inviter la Hongrie, par exemple, qui, malgré qu'il y a un tour de vis là-bas, est une démocratie qu'on n'aime pas, mais une démocratie quand même, où il y a des élections, puis l'opposition perd, le parti au pouvoir gagne. Et là, la liste a commencé à faire grincer bien des alliés américains qui ne se retrouvaient pas dessus. Mm. Et d'autres posaient la question, est-ce qu'on invite l'Inde, compte tenu du sort qu'elle réserve à sa population musulmane, ou compte Ouais, tenu des commandos indiens qui viennent abattre des citoyens canadiens ou qui tentent ouais, ouais. d'abattre des citoyens américains. Et je pense que cette rhétorique a été abandonnée parce que ça tenait pas debout, cette histoire de démocratie contre l'autoritarisme. Du- Et je suis surpris de du- retrouver pratiquement cette saveur dans la déclaration ouais. de M. Carney qui devrait être un peu plus fin. Mais tu te souviendras, c'était Chrystia Freeland, quand elle était ministre des Affaires étrangères, Tout à fait. elle avait fait le discours inaugural à l'université Northwestern. Oui, De oui. mémoire. C'est un discours extrêmement intéressant dans lequel elle rappelait le monde est en train de se rediviser entre un bloc libéral puis un bloc non libéral. Tout Et à fait. puis, on réalise aussi depuis le début de la guerre en Ukraine que ben, beaucoup de compagnies occidentales ont quitté la Russie. Et là, les compagnies sont en train de se rendre compte que ils ont trop à perdre maintenant en allant faire affaire, en allant s'installer dans des régimes non libéraux qui risquent de commencer une guerre contre les uns et les autres, et ça va Hmm. les forcer à se retirer de ces pays-là, comme ils l'ont fait dans le cas de la Russie. Donc, elle disait, on doit repenser un nouveau monde dans lequel les démocraties libérales, le monde libre, va se serrer les coudes et l'économie, les accords de libre-échange vont à partir de maintenant, ils vont devoir se faire entre uniquement entre essentiellement les démocraties libérales. Voilà. Donc, on sait que Carney et Freeland sont très proches, là. Quoi, Carney, c'est le parrain d'un des enfants Je pense, ouais. de Freeland. Est-ce que Chrystia Freeland a pas, en quelque sorte, influencé Mark C'est Carney possible. dans cette vision-là? Parce C'est que, possible. Mais parce que, ériger des murs alors qu'on les a abattus il y a 30 ans, là, c'est pas la meilleure solution non, au fait que tout ce monde-là est en recomposition. non. Il faut vraiment repenser notre place dans le monde. Et d'ailleurs, ça fait partie du mandat de Mme Annan, puisque c'est dans le programme du Parti libéral Mhm. de faire une révision de la politique étrangère, puisque la dernière révision a eu lieu en 2005 à un moment où Ben, les relations internationales étaient peut-être un peu plus apaisées ouais, qu'aujourd'hui. ouais. Donc, elle aura du travail à faire au cours des prochains mois, des prochaines années. Il va falloir voir sa lettre de mandat. Est-ce que cette Oui, demande-là va en faire partie? Parce que c'est une chose de promettre ça pendant la campagne électorale, mais si c'est pas dans la lettre de mandat, la lettre de oui, mandat, la lettre de mandat, c'est essentiellement les objectifs que le premier ministre fixe oui. à tous les ministres. Et puis ça va être rendu public au cours des prochaines semaines. Donc, ça va être intéressant de voir là, précisément ce que Mark Carney demande à Mme Anand de faire en matière d'affaires étrangères. Bon. Voilà. Mais moi, je vais parler des discussions qui ont eu lieu cette semaine à Istanbul, en Turquie, entre la Russie et l'Ukraine. Ceux et celles qui s'attendaient à ce qu'il allait y avoir un accord de cessez-le-feu global ou même une paix, ben, ils vont être déçus parce que ça ne s'est pas concrétisé. Puis je pense qu'il fallait s'y attendre de toute façon. Tu pourras nous en parler dans quelques minutes. Tu me disais en début d'émission, avant qu'on commence à enregistrer, que tu étais en train de lire justement un livre sur comment la paix au Vietnam, A été négocié. a été négociée de ses débuts jusqu'à la ratification. Ça aura pris 5 ans. Puis tu pourras nous dire qu'essentiellement, on est à peu près vraiment au tout début du processus. Il y a quand même eu quelque chose, une percée non négligeable. Je pense que ça mérite d'être mentionné. La Russie et l'Ukraine ont accepté de s'échanger mutuellement 1000 prisonniers. Donc, c'est peut-être le début de quelque chose. Il faut bien commencer à quelque part. Donc, on va voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines, comment ça va procéder. Ça peut paraître anecdotique, hein, 1000 soldats.
pour la Russie, c'est pas nécessairement un problème. Ils n'ont pas de problème de ressources humaines dans leurs forces armées. Du côté ukrainien, c'est un problème qui est un petit peu plus criant. Mais je pense qu'il faut aussi on oublie la dimension humaine dans le cadre des conflits. Il ne faut pas négliger qu'il y a 2000 familles qui vont être en mesure de revoir des Mm. proches qui ont peut-être été capturés il y a 3 ans, dont ils étaient peut-être pas nécessairement, ils n'avaient pas des nouvelles à chaque semaine. Donc, il faut se mettre aussi dans les souliers de ces gens-là qui vont revoir leurs proches, là. Donc, c'est quelque chose à saluer. Bah, évidemment, pour le reste, il n'y a pas vraiment eu de débouchés. On a reproché beaucoup à la Russie d'imposer des demandes qui étaient beaucoup trop ambitieuses, qui étaient carrément inacceptables pour l'Ukraine. Mais il faut aussi revenir une semaine en arrière, la visite de Macron, Starmer et le nouveau chancelier allemand à Kiev, le fameux train. Comment est-ce qu'ils ont appelé le train? Ils ont donné un surnom à ce train-là, Ah, le train de la résistance ou de la résilience, quelque quelque chose chose comme comme ça. ça, oui. Quelque chose comme ça. Et puis là, ils avaient promis, là, oui, on va continuer à soutenir l'Ukraine. Et puis, on donne jusqu'à demain, donc c'était dimanche, on donne jusqu'à demain, à lundi, à la Russie, donc d'accepter un cessez-le-feu sans condition de 30 jours. Mm. À défaut de quoi, on va imposer un 16e ou un 17e paquet de sanctions contre la Russie. Donc, c'est sûr que vous avez de part et d'autre les deux boxeurs qui bombent le torse et qui font des menaces en conférence de presse. Je vais te casser la gueule, puis ça va mal se terminer pour toi, je vais te passer le chaos. Alors que malheureusement, on n'est pas dans un match où les deux pugilistes sont à égalité. Moi, je fais la comparaison suivante, là. Imaginez un match de football, c'est le quatrième quart. L'Europe a plus de temps mort. Puis l'Europe perd 47-3. Puis la fanfare européenne joue dans le stade et puis on va gagner, on va gagner. Bon, on s'entend que la Russie n'est pas vraiment impressionnée par ça et la Russie sait qu'elle a le momentum sur le champ de bataille. Mm. Encore une fois, je le dis, je le répète, ça va pas très bien pour les forces armées ukrainiennes. Les développements des derniers jours dans le Donbass, c'est vraiment pas. Les Ukrainiens n'ont pas à être optimistes. La ville de Mm. Tchassiviar, que les Russes essaient de conquérir depuis presque un an. Une bonne partie de la ville est tombée entre les mains des Russes. Puis d'autres villes qui permettent d'approvisionner Tchassiviar sont aussi sur le point de tomber aux mains des forces armées russes. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas nécessairement un effondrement complet du front ukrainien, mais vous avez là, des lieux hyper stratégiques qui sont sur le point de tomber entre les mains de l'armée russe. Et là, ça va forcer l'armée ukrainienne de se replier sur une nouvelle ligne de défense. Puis à force de toujours se replier sur des nouvelles lignes de défense, ben, inexorablement, on va continuer à se rapprocher de plus en plus de Kiev, là. Puis les Russes le savent et c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine n'est pas nécessairement. Il gagne le match là, 47-3. Mm. Pourquoi soudainement il irait dire aux adversaires, bon, ben écoutez, on arrête le match tout de suite, puis je déclare une égalité, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Ça fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il y a une caricature qui circule en ce moment qui, je pense, qui reflète très bien cette réalité-là. Et vous avez deux gladiateurs. Donc, le gladiateur qui est au sol, qui est défait, qui a un drapeau ukrainien sur sa poitrine. Puis vous avez le gladiateur qui a remporté le combat, qui met son épée sur la gorge du gladiateur par terre. Puis évidemment, le soldat qui est debout, qui a remporté le combat, il y a un drapeau russe sur sa poitrine. Mais vous avez le soldat ukrainien qui est au sol, qui est complètement désarmé et qui dit j'exige un cessez-le-feu non négociable de 30 jours. Ouais. Donc, je vais mettre la caricature à l'écran. Tu sais, c'est un peu la situation actuelle. Donc, évidemment, Mm. la Russie n'a pas intérêt à négocier à l'heure actuelle parce qu'ils ont le momentum puis ils savent qu'en continuant la guerre, ils vont continuer à pouvoir gruger encore et encore davantage de territoire. Donc, voilà. Puis En même maintenant, temps, je te dis, oui, vas-y. en même temps, je te dirais, tu sais que la négociation depuis 3 mois, elle porte sur deux choses. Oui, la guerre en Ukraine, mais surtout le rétablissement des relations entre les États-Unis et la Russie. Oui. Alors, c'est pas, les deux sujets sont pas nécessairement complètement indépendants, mais Trump veut
approfondir les relations économiques, politiques, militaires avec la Russie. C'est pas Et donc, nécessairement c'était, lié au règlement des conflits. voilà. Et ça explique peut-être son malaise depuis 3 jours sur le fait que Poutine ne s'est pas rendu à Kiev, à Istanbul. Istanbul, que ça avance pas, qu'évidemment il est d'accord avec les Européens, mais on voit que le cœur n'y est pas. Et donc, on est rentré dans un marais stagnant dont on n'est pas tellement sûr comment on va s'en sortir, surtout du côté des Européens qui ont beaucoup promis et qui risquent de peu livrer. Ouais. Ben oui, Alors, parce que l'ultimatum de lundi dernier, un nouveau paquet alors de là, sanctions, les sanctions, on- c'est reporté à mardi prochain. Donc, ben, il y aura une décision. c'est ça, mais ça devait avoir lieu lundi passé, là. Tout à Donc, fait. c'est non seulement est-ce qu'ils ont les moyens de leurs ambitions, les Européens, d'imposer des nouvelles sanctions qui vont véritablement, cette fois-ci, peut-être faire mal à la Russie. Puis là, on voit clairement qu'il y a aussi une question de négociation au sein de l'Union européenne, là. Vous avez Ouais, 27 pays membres, puis tout le monde doit s'entendre, là, parce que si vous ouais. avez la Pologne, pas la Pologne, mais la La Hongrie Hongrie. qui décide de faire, ou la Slovaquie qui décide de faire bande à part, là, Et tu oublies que aujourd'hui, il y a des élections présidentielles en Roumanie et on ne connaît pas le résultat, mais pourrait aussi donner à ce pays un gouvernement d'extrême droite qui n'est pas particulièrement chaud envers la guerre, oui, puis envers l'Ukraine. Puis il y a aussi, parce que le candidat a obtenu au premier tour 40% des voix. Puis il y a Et, aussi, parmi ces électeurs-là, il y a aussi un désir de revanche là, contre l'Union européenne qui a décidé d'annuler le deuxième tour qui devait avoir lieu en décembre dernier, là. Donc ces donc, gens-là, ça fait quelques mois qu'ils attendent pour prendre leur revanche pour élire un candidat qui va être, je te dis, entre guillemets, anti-européen. Puis ouais. en tout cas, à la lumière de ce qui s'est passé au premier tour, le candidat est à peine 10% de se faire élire. Donc, En tout cas, non, les effectivement. sondages lui donnent une avance. C'est ça. Puis, Donc, mais c'est ça, la question de Trump aussi, comme tu disais, Trump veut normaliser à nouveau les liens commerciaux, diplomatiques avec la Russie. Je pense dans son esprit à lui, si ça peut permettre de, 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 de- de semer un peu la zizanie entre la Russie et la Chine, ben, ça sera toujours ça de gagner dans son esprit, parce que pour lui, la Chine, c'est le véritable ennemi, c'est pas la Russie. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi, puis j'ai quelqu'un qui l'a, je me souviens plus de la personne qui l'a évoqué cette semaine, mais je trouvais la thèse intéressante, puis je vais en discuter avec vous. Vous remarquerez que Trump, lorsqu'il parle de la guerre en Ukraine, c'est un autre Donald Trump. Parce que quand on le regarde, on le fait avec Zelensky, lorsqu'il fait des déclarations contre ses adversaires politiques, puis même dans le passé contre des propres membres du Parti républicain, ben oui. c'était pas tendre, là. On s'entend que le gars, comme on dit en anglais, il speaks his mind, là. Puis c'est pas toujours très joli. Mais vous remarquerez, lorsqu'il parle de la guerre en Ukraine, mon Dieu, il fait preuve d'une empathie absolument formidable. Il dit toujours, c'est terrible, les gens meurent, c'est horrible, puis on doit mettre un terme à ce massacre-là. Puis, tu sais, puis il revient toujours sur ça, des êtres humains meurent, puis c'est terrible, des centaines de milliers d'Ukrainiens, de Russes ont perdu la vie dans un conflit qui a absolument aucun sens. Donc, la thèse est la suivante. Vous vous souviendrez, en tout début de son mandat, Barack Obama a obtenu le prix Nobel de la paix. Mais quelques années auparavant, vous avez le fameux souper, le souper de la tribune de la presse à Washington, où vous avez le président américain qui se moque toujours des journalistes. Et puis, Ouais. c'est toujours un moment, toujours extrêmement comique, mais à un moment donné, vous aviez Donald Trump qui était dans l'assistance et Barack Obama a décidé de se foutre de sa gueule en disant, ah Je me oui, souviens pas de ça. tu regarderas là, le roast Ouais. qu'il a fait à Trump. Connaissant Trump, là, il devait le bouillir de l'intérieur. Par Mm. exemple, il disait, vous savez, c'est pas facile d'être président des États-Unis, on doit prendre des décisions tu sais, au milieu de la nuit. Mais vous, Monsieur Trump, là, vraiment, vous m'avez impressionné hier dans votre show The Apprentice. Vous deviez trancher
et déterminer qui devait être envoyé entre Meat Loaf, un chanteur d'un groupe là, des années 80, et, euh, et un autre un rapper ou quelque chose du genre. Puis Monsieur Trump, vous avez fait preuve de leadership, vous avez pris la bonne décision, vous avez décidé de congédier Meat Loaf. Et là, dans l'assistance, là, tu sais, les gens rient. Puis il dit maintenant, vous allez pouvoir recommencer à vous poser les véritables questions, des questions qui comptent. Donc, par exemple, est-ce que l'homme est vraiment allé sur la Lune? Est-ce- donc, beaucoup de gens disent, c'est à ce moment-là où Donald Trump a décidé de se présenter pour, en quelque sorte, prendre sa revanche. Donc, si Ah c'est oui, effectivement le cas, ben, il y a une dent contre Obama, puis on peut dire d'une certaine façon, il y a un sentiment d'infériorité par rapport à lui. Mais là, oui. bon, il a quand même été en mesure de se faire élire et réélire, donc il est à côté Obama à ce niveau-là. Mais s'il y a quelque chose que Obama peut toujours se vanter par rapport à Trump, c'est qu'Obama a eu le prix Nobel de la paix C'est sûr. et pas Trump. Donc, l'idée, c'est est-ce que s'il ne se retire pas de la négociation, alors que clairement, ça n'aboutit pas, puis ça va prendre encore des mois, voire même des années avant que ça aboutisse, ça risque d'être son successeur qui soit partie prenante là, de la signature finale de l'accord de paix et non Ouais. lui. Se pourrait-il qu'il reste impliqué simplement dans l'espoir de peut-être recevoir le prix Nobel de la paix et pouvoir finalement être l'égal de Barack Obama? Donc, c'est une thèse qui circule. Écoute, je Ouais, pense pas que le comité Nobel soit très sensible aux arguments d'un personnage comme ça. Tu effectivement. auras remarqué que en 2002, au moment où George Bush s'apprêtait à attaquer l'Irak, le comité Nobel a donné le prix à Jimmy Carter Ouais. pour l'ensemble de son œuvre, mais en même temps, c'était un message Ben oui, envoyé évidemment. aux Américains parce que Carter était parti dans une croisade anti-guerre contre l'Irak. Il dénonçait Ben oui, George Bush. Donc, on évidemment. voit qu'il y a aussi de la grande politique Ah derrière oui, ça. ah oui. Puis l'autre Et chose, ouais, peut-être l'autre chose que je voulais dire sur le conflit en Ukraine, j'ai vu un reportage très intéressant, mais extrêmement triste sur les gueules cassées. Les gueules ah oui. cassées, c'est un concept là, qui a pris naissance après la Première Guerre mondiale, donc des soldats revenus du front complètement défigurés. Le reportage, c'était des soldats ukrainiens qui avaient été perdu leurs yeux, perdu des membres. Et puis, on expliquait comment les meilleurs spécialistes européens étaient sur place pour leur fournir des prothèses, puis leur permettre de reprendre une vie euh, un tant soit peu normale. Et puis, ces gens-là, évidemment, ils en veulent énormément aux Russes, hein. Mhm. Puis, ils s'en cachent pas non plus. Mais lorsqu'on leur pose la question, c'était unanime dans le reportage, ils disent, moi, j'ai vécu ça, je vais être hypothéqué, handicapé pour le reste de mes jours, puis je souhaite ça à personne. Puis ils disent, bon, je pense que cette guerre-là doit se terminer, là. Euh, on est conscient qu'on va perdre des territoires, mais là, tu sais, je veux pas que d'autres personnes souffrent comme moi je souffre. Donc, il y avait cette idée-là, un- appelons ça un défaitisme, mais peut-être davantage un réalisme, puisqu'ils ont vécu la situation, ces gars-là, sur le champ de bataille, puis ils savent là, comment ça se passe. Puis ils ont perdu des camarades. Sont aux premières loges pour comprendre là, c'est quoi l'hécatombe au sein là, Ouais. des jeunes hommes en genre entre 18 et 50 ans qui ont perdu la vie depuis 3 ans. Donc, peut-être quelque chose tu sais, qui pourrait là, véritablement faire débloquer l'issue des négociations. En fait, c'est tout simple, c'est l'essence même de la démocratie. C'est demander aux Ukrainiens qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils Mm. veulent continuer à se battre, puis à payer le prix là, en matière d'hommes qui vont continuer à mourir, des civils qui vont continuer à mourir, des pertes de territoire qui vont inexorablement continuer à perdre? Est-ce que c'est ça qu'ils souhaitent ou est-ce qu'ils ne souhaitent pas davantage la paix? Au prix de concéder des territoires à Mm. la Russie. Tu sais, l'élection présidentielle ukrainienne qui devait avoir lieu l'année dernière, ben, elle n'a toujours pas eu lieu. Les prochaines élections législatives ont été repoussées de 6 mois. Donc là, l'Ukraine est entrée dans un cadre, en quelque sorte, hors constitutionnel, où l'état de droit, pas l'état de droit, mais l'état démocratique a carrément été suspendu. Et ça empêche les Ukrainiens de pouvoir
s'exprimer librement, pour voter pour des candidats qui sont en faveur de la poursuite de la guerre ou en faveur d'un processus de paix avec les concessions territoriales qui viennent avec. Puis je pense qu'à quelque part, elle est peut-être là la clé, ou en tout cas une des clés pour Mhm, accélérer le processus qui a commencé là, depuis. Ben, en fait, les négociations de paix ont commencé il y a 3 ans, là. mhm. Ça l'a avorté en avril de 2022, mais il, il, a- Mais la il avait, question, il c'est avait que commencé il y a 3 ans. ça peut C'est être, ouais. Mais ça peut être difficile d'organiser des élections. évidemment. D'abord, ça risque de retarder le processus de négociation parce que les Ukrainiens vont attendre l'issue de l'élection avant peut-être de reformuler leur demande. Mais de toute façon, on n'en est pas là. Je Non. pense que les deux parties négocient ou vont négocier avec les délégations qu'elles Mm. ont. Mais je lisais dernièrement quelques articles sur les négociations qui ont mis fin à la guerre du Vietnam Ouais. entre le Nord-Vietnam et les États-Unis. Ça a duré 5 ans, donc 1968 jusqu'à 1973. Et on s'aperçoit qu'il y a certains comportements qui se répliquent de négociation en négociation, selon évidemment le contexte particulier, mais il y a comme une logique de négociation dans chaque conflit. C'est euh, les gens posent des préconditions avant même de se parler. Et c'est ce qui est arrivé cette semaine. On a commencé à dire il nous faut un cessez-le-feu de 30 jours. Ensuite, Poutine est revenu avec une proposition sur une rencontre des deux pays. Il n'a pas dit de chef d'État, mais des deux pays le jeudi à Istanbul. Et puis immédiatement, Zelensky a renchéri en disant ça va être une rencontre entre chefs d'État. Euh, on avait l'impression que chacune des parties cherchait à saboter le processus. Et au Vietnam, c'est un peu ce qui est arrivé au début. Et on demandait chez les Nord-Vietnamiens, par exemple, la cessation des bombardements. Donc, un cessez-le-feu. Et ça a duré 5 mois de discussion et donc de prolongation de la guerre avant d'en arriver à un arrêt temporaire des bombardements. Puis ensuite, on s'est posé des questions sur la table. Est-ce que la table de négociation devait être carrée ou rectangulaire ou circulaire? Ensuite, on s'est posé la question, mais qui va être autour de la table? Parce qu'évidemment, les Nord-Vietnamiens disaient, il y a le Front de libération du Sud-Vietnam. Le Vietnam disait non, on est le seul gouvernement légitime. Les Américains appuyaient les Sud-Vietnamiens. Mais enfin, tout ça a retardé la vraie Ouais. négociation, quoique on s'est rendu compte qu'il y avait des négociations secrètes entre Mm. Kissinger et une délégation vietnamienne, et que c'était celle-là qui allait produire des résultats. Vous avez eu le même processus israélo-palestinien en 1992-93. Tu avais une délégation officielle à Washington qui négociait avec des Israéliens. Pendant ce temps-là, à Oslo, il y avait et des Palestiniens et des Israéliens qui Ouais. négociaient en cachette. Alors, je ne sais pas s'il y a une négociation en cachette en ce moment, ça me surprendrait compte tenu de l'animosité entre les deux. Mais bon, Ça se probablement plus par personne interposée, oui, Witkoff, qui est peut-être oui, poss- l'intermédiaire. Ouais. possiblement, Mais c'est ça, possiblement. mais Non, non, la question, par contre, y a-t-il, moi, c'est la question que je me pose, c'est quoi la nature du décalage entre les velléités des élus ukrainiens puisque la population ukrainienne souhaite véritablement? Puis, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est par le biais d'une élection. Et j'en conviens, en contexte de guerre comme ça, c'est pas le moment idéal. Mais on se souvient, aux États-Unis, c'est par la pression populaire que finalement le gouvernement américain n'a pas eu le choix à commencer oui, à. Tu sais, Lyndon Johnson, il avait réalisé qu'il allait probablement peut-être même perdre la primaire démocrate, oui, puis il allait probablement perdre l'élection présidentielle, donc il a décidé de ne pas se se représenter. C'est représenter. c'est Robert Kennedy
qui allait devenir, fort probablement, qui allait devenir le candidat démocrate au présidentiel, qui est en faveur de la paix jusqu'à temps qu'il se fasse assassiner. Nixon, lorsqu'il a été élu, il avait promis aussi la fin de la guerre, un cessez-le-feu. Tu sais, la pression populaire américaine a forcé les élus, Hmm. le président, à devoir, contre sa volonté peut-être, enclencher un processus de paix comme ça avec le Nord-Vietnam. Donc, J'ai l'impression que on va assister à d'autres mouvements dans les prochaines semaines. En tout ah oui, cas, on va en parler. ça, c'est certain. Bon, ben écoutez, voilà ce qu'il y en est pour ce 35e épisode. Donc, ben, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager le vidéo sur les réseaux sociaux. Faites découvrir le balado à vos amis, à vos collègues de travail. Écoutez, si vous êtes pris dans le trafic le lundi matin, vous avez 35-40 minutes. Téléchargez la version audio. Ça fera passer le temps. Il n'y a pas de publicité en plus, donc c'est génial. Écoutez, sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. Puis, ça sera un plaisir de vous revoir dans quelques jours. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.